Alors je ne suis pas climatologue, mais j'ai enseigné au tout début de ma carrière universitaire l'environnement et l'écologie. Et donc les problèmes de réchauffement climatique étaient déjà abordés, donc je me suis penché sur ces problèmes, tant en termes de communication qu'en termes de réalité scientifique. Alors c'est une question intéressante. Il y a un éventuel réchauffement climatique. Il y a d'abord une polémique, tout simplement une question de base entre les zones tropicales et les zones tempérées. Il peut y avoir une variation de l'ordre de 120 degrés. Entre le jour et la nuit, il y a 10 degrés. Entre l'hiver et l'été, il peut y avoir 20 degrés. Il est difficile d'avoir un référentiel de température. Donc les experts en climatologie arrivent à la conclusion qu'il y a des zones qui se réchauffent à certains endroits de la planète et d'autres qui se refroidissent. Maintenant, la valeur moyenne, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ça donne lieu à une polémique qui est un des moteurs de la science et qu'on veut éliminer, évidemment, puisqu'on nous met en avant le fameux consensus des experts internationaux sur le climat. Alors ce groupe a été créé en 1988, ça veut dire le groupe des experts intergouvernementaux spécialisés dans le climat. Alors c'est 2500, on va dire, chercheurs, mais en fin de compte, quand on regarde, on a intégré plein d'autres domaines que la stricte recherche. On a intégré les gens qui sont dans la communication, les gens qui propagent d'un point de vue filmique les idées du GIEC. Alors souvent d'ailleurs, les gens qui sont en désaccord avec le GIEC sont éliminés. Ça a été le cas de François Gervais, qui à un moment donné était dans le GIEC, puis ensuite a été exclu parce qu'il n'était pas dans le narratif gouvernemental. Alors souvent, par exemple, on demande à, je sais pas, un climatologue qu'est-ce qui se passerait sur la Terre s'il y avait une élévation de 10 degrés. Donc il va faire un rapport. Un autre, on va dire, mais qu'est-ce qui se passerait au niveau botanique s'il y avait une glaciation? Et à partir de questions qui sont posées à des experts, on les intègre dans le GIEC, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec les conclusions finales. Alors on arrive à cette question fondamentale, le fameux consensus. La science est faite polémique, c'est normal, c'était un de ses moteurs, et on veut gommer cette polémique qui autrefois faisait avancer la science. Justement, en histoire des sciences, quand il y a trop de consensus, c'est suspect. Et généralement, il faut qu'il y ait des idées contraires. Souvent, les idées contraires sont minoritaires et finissent par émerger quand il y a suffisamment de preuves. Alors, l'effet de serre, le premier à en avoir parlé, c'est Joseph Fourier en 1824. Sven Arrhenius, un des premiers prix Nobel en chimie en 1898, avait envisagé un réchauffement climatique dû au CO2. Alors, tout le monde sait ce que c'est une serre. La lumière visible va pénétrer les vitres de la serre, mais malheureusement, ou heureusement, il va y avoir un réchauffement à l'intérieur et les infrarouges qui sont de la chaleur ne peuvent pas sortir de la vitre. Donc l'effet serre, c'est le fait qu'il existe dans l'atmosphère des gaz dits à effet de serre. Alors le plus célèbre, celui qui a été mis en avant, c'est le gaz carbonique, mais il y a la vapeur d'eau, il y a l'ozone, il y a le méthane, voilà les quatre principaux. Alors c'est dans Wikipédia, tout le monde peut le vérifier. La vapeur d'eau intervient à 60% dans l'effet serre, le gaz carbonique à 26%, l'ozone à 8% et le méthane à 6%. Alors, est-il raisonnable de gommer la vapeur d'eau, qui est l'élément majoritaire? Le réchauffement sur la planète dépend de trois enveloppes. Il y a l'enveloppe atmosphérique, il y a l'enveloppe océanique et puis il y a le continent, et le paramètre le plus important, c'est le Soleil. Alors on a complètement sous-estimé dans les rapports du GIEC l'importance de la couverture nuageuse. Jean-Pierre Challon, qui avait écrit un remarquable ouvrage « Combien pèse un nuage ?», montrait que l'évaporation des océans qui va donner une couverture nuageuse va donner des nuages blancs et des nuages foncés. Les nuages blancs sont à haute altitude et les nuages foncés sont à basse altitude. Et c'est les nuages foncés qui vont participer au réchauffement de la planète. Donc il faut savoir l'équilibre qu'il y a entre la création des nuages blancs et du nuage noir. On connaît mal le rapport entre l'évaporation des océans et leur impact au niveau de l'atmosphère. L'océan, d'ailleurs, pour le modéliser, c'est très difficile parce que c'est fluctuant.
Et puis le Soleil joue évidemment un très très grand rôle, puisque beaucoup d'astrophysiciens ont remarqué qu'il y a une corrélation entre les taches solaires qui peuvent augmenter et diminuer et le réchauffement climatique. Alors est-il raisonnable de mettre uniquement le réchauffement climatique en termes de gaz carbonique? Pourquoi avoir éliminé la vapeur d'eau? Pourquoi avoir négligé la couverture nuageuse? Et on estime qu'on a sous-estimé d'un facteur 40. Pourquoi avoir négligé le soleil? Vous voyez, c'est plein de choses assez mystérieuses puisqu'on veut mettre en avant un seul paramètre. Alors au tout début de ma carrière, j'avais été invité par le conseil général d'une ville de la région parisienne. C'était mon tout début dans l'enseignement et je devais faire une modélisation sur les déchets, etc. Et le conseil général, à un moment donné, tout le conseil général était réuni et on m'interrompt en me disant « Jeune homme, on arrête ici ». Je dis « Pourquoi il y a une erreur ?» J'étais un petit peu paniqué. Il me dit « Non, mais parce que c'est pas vendable politiquement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir un modèle à un paramètre. C'est sûr qu'avoir un modèle avec un paramètre, c'est plus intéressant, puisqu'il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à rentrer dans la complexité, la subtilité. » Alors, c'est pareil, hein, on observe, alors c'est des carottages glaciaires qui se fait à Vostok, que quand la température augmente, il y a une baisse de gaz carbonique, et quand la température baisse, il y a une augmentation du gaz carbonique. En 96, Claude Lorius avait fait une présentation à l'Institut physique du globe, où j'étais présent, où il montrait qu'avant qu'il y ait une augmentation de gaz carbonique, la température s'élève. Donc on peut faire un raisonnement très simple, hein. Si la température s'élève, il y a une évaporation des océans et plus de gaz carbonique. Et l'inverse aussi, vous pouvez le comprendre aisément. Donc on est rentré dans une simplicité outrancière pour ce problème et tous les climatologues sont d'accord, sérieux, peut-être pas ceux qu'on trouve dans le GIEC, pour dire que le réchauffement climatique, il dépend à la fois du soleil, il dépend de la couverture nuageuse, il dépend de la couverture océanique, etc., etc. Alors, ce qu'on constate, c'est que il y a eu une augmentation de 18 millions de kilomètres carrés au niveau du phytoplancton du fait d'une augmentation du gaz carbonique et que le fait d'avoir plus de gaz carbonique augmente la couverture verte. Voilà. Donc, on a une sorte de combat entre ceux qui, on pourrait appeler, sont plutôt dans l'idée du green et ceux qui sont dans que le gaz carbonique va augmenter la couverture végétale et que donc c'est plutôt favorable. On peut faire un petit calcul très simple. On estime à peu près à 3200 milliards de tonnes de gaz carbonique, mais si on ramène au carbone, hein, pas au gaz carbonique, il faut diminuer ça d'un facteur 0,273. Et donc, on sait que quand il y a une évaporation des océans, il y en a 44% qui vont rester dans l'atmosphère et 23% qui sera réabsorbé. Donc finalement, ça fait un impact par tonne de l'ordre de 1000 milliardièmes de degrés Celsius. Donc si on prenait la France, on multiplie 69 millions de Français qui libéraient 1,5 tonnes par habitant, on aurait une augmentation de 0, après le 0, il y a 3 zéros et 1. Donc ça, degrés Celsius. C'est négligeable. C'est le gaz de la vie. Nous sommes des carboniques. Notre corps est fait à 65% d'oxygène, à 18,5% de carbone, à 10,5% d'hydrogène, et le reste c'est l'azote, 3%, et les autres c'est des métaux, des minéraux comme le sodium, le potassium, etc. Donc fondamentalement, nous sommes des carboniques. Donc c'est intéressant d'un point de vue psychanalytique ou psychologique, c'est que en portant haro sur le gaz carbonique, on porte haro sur le constituant fondamental de l'homme, qui est le gaz carbonique. Ensuite, on confond le gaz carbonique avec le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz qui, si on le respire, va nous amener un étouffement. C'est ce qui a tué Émile Zola avec
un poil qui avait libéré du monoxyde de carbone. Parce que le monoxyde de carbone se fixe sur une protéine qui nous permet de respirer, qui est l'hémoglobine, et qui fixe 4 molécules d'oxygène. Et le monoxyde de carbone est beaucoup plus en affinité avec l'hémoglobine, d'où la nécessité pour sortir les gens d'une intoxication au monoxyde de carbone, de les mettre dans des caissons hyperbariques pour enlever le monoxyde de carbone. Donc le carbone, c'est notre constituant. Le gaz carbonique est nécessaire aux végétaux. D'ailleurs, en Hollande, on le sait très bien, en augmentant la quantité de gaz carbonique, on augmente la rentabilité. Les plantes ont besoin de gaz carbonique qui, associé à l'eau qu'elles puisent dans le sol et à la lumière qui est captée par la chlorophylle, elles utilisent ces 3 éléments. La lumière captée par la chlorophylle apporte l'énergie pour que le gaz carbonique et l'eau puissent réagir ensemble et former les substituants d'une plante, notamment un sucre important pour la plante, la cellulose. Et donc, autrefois, la quantité de gaz carbonique, quand on regarde l'histoire du climat, était beaucoup plus importante. On peut dire qu'il y a des fois, elle était 3, 4, 5 fois plus importante. Donc, c'est pas vraiment un problème. La géo-ingénierie, c'est tout simplement les moyens que nous avons pour modifier le climat. Par exemple, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu l'opération Popeye qui a consisté à amener sur le territoire pendant la guerre d'Indochine une pluviométrie en envoyant dans l'atmosphère du iodure d'argent. Les nuages, pour se former, ont besoin d'un centre de nucléation. Ces iodures d'argent ont permis de jouer ce rôle de centre de nucléation. Et il y avait à ce moment-là une pluviométrie beaucoup plus importante. Donc un ennemi, quand il est dans la boue, il est plus facilement neutralisable que quand effectivement il y a pas assez de boue. Donc on peut modifier, on a détourné un peu les travaux de Tesla, il y a une couche à 80 km qui s'appelle la ionosphère qu'on peut modifier avec des ondes envoyées, et donc on peut modifier le climat. On peut créer des cyclones, on peut créer des tremblements de terre, etc. Ça fait partie des armes militaires. Le réchauffement climatique est devenu le péril écologique numéro 1 parce qu'on a tout misé en termes de réchauffement climatique qui est encore soumis à des polémiques. Il y a des gens qui pensent qu'on va plutôt vers un refroidissement, d'autres qui pensent qu'il y a un réchauffement. Donc j'en profite, je ne l'ai pas dit, mais les historiens ont des choses intéressantes à nous dire. Puisque, par exemple, Emmanuel Leroy-Ladurie a écrit une série d'ouvrages, son plus connu, c'est l'histoire du climat depuis l'an 1000, où il montre qu'il y a eu des fluctuations du climat. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un optimum climatique au Moyen-Âge. Dans cette période, dans le nord de l'Angleterre, on faisait de la vigne, on pouvait aller à pied de l'Italie à l'Allemagne, et puis il y a eu des périodes de réchauffement. Par exemple, en 1719, il y a eu 450 000 morts suite à des canicules en Europe. En 1706 et 1747, il y a eu 200 000 morts. Donc le climat a fluctué. Alors on peut regarder les anneaux des arbres qui nous donnent un peu une indication sur la quantité de gaz carbonique. Voilà. Dendrochronologie, on appelle cette discipline. On peut regarder aussi les témoignages des vendanges ou des sécheresses, les pollens. On s'aperçoit qu'en analysant les pollens, il y a eu aussi un optimum thermique entre 1500 avant Jésus-Christ et à peu près 1500. Donc le climat, il fluctue, c'est ce qu'on peut dire. Et donc c'est très difficile d'en tirer la fameuse courbe en crosse de hockey où ça augmenterait. C'est plus de la politique, hein. C'est ce que j'avais compris quand ce ministre, dont je ne citerai pas le nom, qui était ministre sous Mitterrand, m'avait dit jeune homme, c'est très bien votre modélisation, mais c'est pas vendable politiquement. Ce qui est vendable politiquement, c'est avoir un paramètre. Alors, faut pas oublier qu'Al Gore a été opposé à Bush en 2000. D'ailleurs, c'est la Floride. Déjà à l'époque, il avait créé la polémique. Il a été vice-président de Bill Clinton entre 1992 et 1996. Et il a créé une société en 2004 qui s'appelle Génération Investment Management et ensuite Climatic Reality Project, qui avait déjà pour but de vendre
des unités carbone, puisqu'on passe du gaz carbonique aux unités carbone. Donc il y avait dans l'idée à la fois de faire payer les gens sur leur production de carbone ou leur consommation. Ce qui est quand même un peu embêtant, c'est que finalement on bascule sur une sorte de haine de nos constituants et la haine de la vie. Puisque la vie, c'est le carbone, qu'on le veuille ou pas, et la plante est une grosse consommatrice de gaz carbonique. Donc ça s'est mis progressivement en place. D'ailleurs, c'est assez amusant de regarder comment les choses se sont mises en place. En 1958, trois géochimistes, il y avait Roger Revel, Charles Keeling et Hans Suess, décident de regarder justement l'équilibre entre l'évaporation des océans et le devenir de cette masse évaporée dans l'atmosphère. Ils ont commencé à regarder ça à Hawaï, à haute altitude, pour essayer de voir comment ça se faisait. Et puis Roger Revel, qui avait un ego assez démesuré, à l'époque enseignait dans une université en Floride, à San Diego, a voulu être le président de l'université, ce qui a été refusé. Et donc il a été nommé à Harvard. Et à Harvard, il y avait un jeune étudiant du nom de Al Gore, qui a suivi avec beaucoup d'attention ses cours. Les États-Unis font des cours pour des non-spécialistes. C'est plutôt bien, puisqu'on n'a pas l'habitude en Europe, et en particulier en France, d'avoir ce genre d'enseignement. Et donc, à l'époque, il était un fils d'un planteur dans le Tennessee. Et donc, il a pris l'idée de Roger Revel et il en a fait son cheval de bataille. On peut même se demander si, effectivement, le fait qu'il soit vice-président battu et ensuite qu'il ait fait cette campagne mondiale, puisque c'était à la fois rentable financièrement, rentable pour son ego, à tel point que le GIEC et Al Gore ont reçu en 2007 le prix Nobel de la paix, qui n'a rien à voir avec un prix Nobel de chimie ou de physique ou de physiologie ou médecine. Voilà, biologie ou physiologie, ça n'avait rien à voir. Alors il faut quand même mentionner que le juge Burton, qui était juge à la Cour suprême de Londres, a condamné Al Gore, puisque le film, lorsqu'il était présenté en Angleterre, dans les universités, les lycées, les collèges, il y avait une petite banderole qui disait « Attention, nous avons vu 9 allégations scientifiques sans fondement », ce qui n'a pas empêché le jury du prix Nobel de lui décerner cette suprême récompense. Donc on voit bien que le GIEC et Al Gore sont liés. Alors il faut rappeler qu'Al Gore, par exemple, il est membre de l'administration du GIEC, il est membre de la commission d'administration d'Amazon, d'Apple, enfin voilà, il a quand même un parcours d'affairiste. C'est un affairiste. D'ailleurs, si vous regardez sa fiche Wikipédia, il est présenté comme un homme d'affaires. Donc, il a vu la rentabilité de l'affaire, et puis on verra peut-être un petit peu plus loin que ça permettait aussi d'envisager une territorialisation des gens, puisque à partir du moment où vous pouvez plus circuler sans qu'on calcule votre taux de carbone, ça va empêcher les gens de prendre l'avion. Donc on commence, le Shift Project nous dit qu'ils ont corrigé, c'était une fois pour les jeunes générations la possibilité de prendre l'avion. On ne sait pas si c'est un aller-retour ou un aller sans retour, ou maintenant ils disent tous les 10 ans. Donc je veux dire, ça change considérablement la façon de se déplacer sur la planète, avec des conséquences. Et puis la voiture électrique est aussi une façon de casser une certaine forme d'économie. Et puis les entreprises, etc. Tout ça, le carbone, c'est l'élément fondamental de l'industrie. Donc on voit mal comment on va pouvoir concilier tout ça, quoi. On va commencer par le pass carbone. Le pass carbone va un peu tracer tout ce qu'on va consommer, et tout produit acheté sera traduit en son équivalent carbone. Oui. Donc l'unité carbone, on va les vendre. Donc on aura le droit de spéculer. D'ailleurs, c'est Génération Investissement de Management, c'est ça. C'est-à-dire on fait de l'achat du carbone un produit vendable. Donc il y a des gens qui vont pouvoir se déplacer parce qu'ils auront des gros moyens, et puis ceux qui auront des petits moyens ne pourront pas voyager. Et donc tout ça, le carbone va devenir un élément de quantification de nos vies. En permanence,
on vous demandera... alors il y aura un quota pour chacun, donc si vous avez dépassé votre quota, votre carte de crédit, si vous payez encore, on a cette possibilité en carte de crédit, elle ne fonctionnera plus parce qu'il y aura une alerte. Alors on peut, si on va plus loin avec un crédit social, vous serez puni pour avoir essayé d'acheter un produit alors que vous étiez déjà en saturation de votre quota carbone. Donc on peut imaginer tous les scénarios de dystopie possibles et imaginables. Alors des mesures qui sortent complètement aberrantes, on dit que finalement on va limiter les produits antidouleurs parce que ça augmente l'effet serre. Donc on est en pleine dissonance, quel est le rapport? Divisé par 2 la morphine parce que ça serait un élément qui interviendrait dans l'effet serre. Alors, dans l'agenda 2030, voilà ce qui nous est dit. Premièrement, vous n'aurez rien, vous serez heureux. Donc, pour essayer de contrôler les citoyens, parce que l'objectif, c'est contrôler, hein, le passage des énergies carbone aux énergies électriques, l'électricité permet de contrôler votre voiture. Vous aurez votre quota d'aller-retour. On calculera si vous travaillez dans une entreprise, combien de fois vous pouvez voyager. Le week-end, vous aurez la différence autorisée si vous n'avez pas utilisé tous vos quotas. On peut imaginer qu'on aura des points en termes de crédit social si vous avez plus pris les transports en commun que si vous avez pris votre voiture. Et vous aurez peut-être des récompenses, on vous donnera des unités carbone à Noël. Vous n'aurez rien, vous serez heureux, c'est le slogan. Il y a le fait qu'on va limiter la possibilité de se chauffer l'hiver, pas de maison individuelle. Évidemment, limitation de la consommation de viande qui sera réduite à 25 kg, ce qui fait 34 grammes par repas. Vous aurez le droit à 1 kg de vêtements neufs par an. Évidemment, pour voyager, il faudra justifier pourquoi vous voyagez. Donc voilà, on peut supposer qu'au début, l'avion, mais même à la limite, quitter son département, ça sera peut-être problématique. Alors il y a des choses un peu curieuses. Il y aura plus, c'est un petit peu en dehors du sujet, mais des transplantations d'organes, mais des impressions d'organes. Et puis, on va limiter les flux vidéo par 3, même si vous êtes en télétravail, et on limite la possibilité d'acheter des écrans de 40 pouces. Où est le rapport? Donc l'idée, c'est que soit l'État vous donne les objets qui ne vous appartiennent plus, parce qu'il y aura la volonté de contrôler les citoyens, de les rendre raisonnables au niveau de leur surproduction de carbone, soit carrément vous louerez. Voilà, ça change complètement la donne. Donc, on est en train de créer une nouvelle religion qu'on pourrait appeler le culte de la mort. On sent bien que derrière ça, il y a la volonté d'arriver à des solutions extrêmes. Si on prend Bill Gates, lui, il présente le problème très simplement. Pour limiter le réchauffement climatique, il faut réduire les gaz à effet de serre à 0, ou quasiment à 0. Mais si vous avez une limitation très très bas des gaz à effet de serre, les plantes vont crever. Ou limiter la production industrielle, ou dans le cas extrême, limiter la population. Donc on voit bien que c'est un jeu de domino. On nous amène à limiter les gaz à effet de serre, c'est impossible, puisque 95% des gaz à effet de serre sont indépendants de l'homme, c'est le vivant, le végétal. Donc comment arriver à limiter ça? Donc c'est un peu une ruse de la raison qui amène à la solution ultime, mais après avoir utilisé des solutions qui, en tout bon sens, ne fonctionneront pas. Il faut distinguer la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes avec le réchauffement climatique imputable au gaz carbonique. Ce qu'on a vu, c'est que l'augmentation du gaz carbonique a entraîné une augmentation des surfaces vertes de 14% à peu près estimée. Et au niveau océanographique, au niveau du phytoplancton, c'est à peu près 18 millions de kilomètres carrés qui ont été augmentés du fait d'une absorption plus grande de gaz carbonique. Donc le gaz carbonique, loin d'être un élément de mort, est un élément de vie. Après, redresser les écosystèmes, etc., oui, je suis tout à fait d'accord, je ne vais pas dire le contraire, mais par contre, avoir une économie complètement détruite du fait d'un gaz carbonique qui intervient pour pratiquement rien, hein, vous avez vu, en gros, la pollution d'origine
humaine, anthropogénique, comme on dit, c'est de l'ordre de 4% dans l'effet serre, c'est tout. Donc c'est là où c'est disproportionné, c'est là où c'est un mensonge, et c'est là où, effectivement, l'astuce, c'est en contrôlant le carbone, on contrôle la vie. Et c'est un contrôle total de la vie, au niveau de la vie industrielle, la vie privée, le déplacement, les transports, les achats, etc. Donc on voit bien que l'élément clé du contrôle devient le gaz carbonique. Et je ne suis pas sûr que ceux qui veulent contrôler vont avoir la volonté de redresser les écosystèmes. D'ailleurs, vous voyez, dans tous les projets délirants, il y avait celui de raser la forêt amazonienne, de supprimer les forêts primaires. Je ne sens pas dans ceux qui nous dirigent une fibre écologique. Par contre, je sens une fibre d'écologie punitive. Et c'est ce que déjà Luc Ferry avait dénoncé, la deep écologie. Alors, je suis pas contre l'écologie, bien au contraire, mais une écologie raisonnée et raisonnable. Quand on rentre dans le monde de l'écologie, c'est la discipline la plus compliquée, puisque tous les écosystèmes sont en interaction les uns avec les autres. Donc l'écosystème du sol est daphique, l'écosystème vert, botanique, l'atmosphérique, océanographique, humain, politique, etc. Donc c'est peut-être la discipline la plus compliquée, et on ne peut pas réduire tout ça à un paramètre. Vous voyez bien, ça, c'est pas scientifique. Alors que la bataille se veut scientifique. Donc, il faut regarder qu'en France, il y a l'obligation d'enseigner à l'université, au lycée, au collège, cette espèce de prière contre le carbone. Les jeunes générations, malheureusement, sont formatées, et ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une génération de Khmer verts 2.0 qui vont en permanence surveiller le gaz carbonique. Donc, on arrive à des absurdités. D'ailleurs, je ne vois pas comment une économie peut être viable. Et puis, si c'était autant urgent, pourquoi la Chine n'y est pas soumise? S'il y a vraiment une urgence, c'est comme si on disait on est sur le Titanic, l'eau rentre, mais les cabines de luxe ont un statut particulier, elles vont pas sur le pont. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, je veux dire, et c'est à partir de là qu'on s'aperçoit qu'on est en pleine ingénierie sociale, qui est une forme d'ingénierie très très présente, où on a persuadé les gens, à force de répétition, qu'on était dans un péril. Je me souviens, le prince Charles avait dit, on en avait pour 18 mois. Le nombre de fois on nous a annoncé, en 70, le Science et Vie avait titré « Dans 50 ans, plus de vie ». On annonçait une augmentation de 6 mètres des océans, Manhattan était sous les eaux, etc., etc. Donc on voit bien que c'était un scénario catastrophique, qui n'a jamais été vérifié. Donc, on a le droit, en science, on peut faire des scénarios, des hypothèses, mais s'ils ne sont pas corroborés, on doit renoncer à son hypothèse. Ça veut dire, là, non, on a l'impression que moins les faits vous donnent raison, plus on renforce l'hypothèse. Alors, évidemment, pour l'Europe, c'est une catastrophe, parce que je ne vois pas comment on pourra avoir une économie équilibrée, viable, si effectivement on est complètement soumis à ce gaz carbonique. Je me souviens, c'est pas viable économiquement, mais quelqu'un avait une entreprise de café biologique, très bien. Alors il s'était très fier parce qu'il le livrait en bateau à voile et après en vélo. Il suffit qu'il y ait à la fin, qu'il lâche jusqu'au bout, une marmotte qui vient de frapper à la porte pour le délivrer, et on va calculer le nombre d'unités carbone et on sera très très fier. Donc on est rentré dans une sorte d'économie punitive. Il plane au-dessus de l'Europe une espèce de culpabilité de tout ce que l'Europe aurait fait, à vrai ou à raison. L'histoire du colonialisme, à un moment donné, comment dirais-je, faut faire un mea culpa et après passer, sinon on ne se développe pas. Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que les gens commencent à retrouver le bon sens. Je crois que ce qui s'est passé avec la pandémie a montré que les institutions pouvaient mentir. Donc les gens, autrefois, avaient fait porter allégeance avec leur gouvernement. Ils ne pouvaient pas envisager qu'un gouvernement puisse être contre ses citoyens, ce qu'on appelle la guerre contre les peuples. Je crois que les gens sont en train de comprendre que, effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges, que le but, c'est de nous amener vers un contrôle comme jamais on l'avait envisagé. Même 1984 de George Orwell n'envisage pas un contrôle aussi présent dans chaque minute de nos vies. Et puis, je pense que c'est un appel à retrouver les valeurs profondes que nous avons.
Donc les valeurs profondes que nous avons, bah, c'est par exemple être en groupe, partager, envisager. Là, dans l'idée du Forum économique mondial, un individu séparé qui ne consomme pas est un bon individu. Or, effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit un bon individu. Et puis, il faut envisager un autre monde. C'est là où on rentre dans un autre volet. C'est le volet plutôt physique. C'est que le futur est multiple. Il y a plein de futurs possibles. Alors, on a des futurs catastrophiques où Klaus Schwab a réussi, avec ses petits copains, à installer sa vision et que tout le monde est dans ce monde dystopique. Mais il y a d'autres potentialités. Donc, le fait de rétablir une vérité, ça dégage les gens d'un futur inéluctable. Vous voyez, ça illustre la phrase de Rainer Maria Rilke qui disait « Le futur s'infiltre en nous afin de s'y transformer longtemps avant son arrivée ». Donc depuis les années 90, on a infiltré l'idée que le gaz carbonique était à condamner, qu'on devait rentrer dans une sorte de refus de toute consommation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas réguler, on est bien d'accord, c'est là-dessus d'ailleurs qu'il joue, mais de là à transformer la Terre dans une sorte de camp de concentration où chacun sera muré avec son quota de carbone, je crois que c'est faux. Donc le fait de se dégager de ce mensonge crée d'autres potentialités et nous amène à espérer un futur bien meilleur. D'ailleurs, ça craque de partout. On voit bien que avec cette pandémie, il y a plein de choses qui sortent, les London Files, etc. On s'aperçoit vraiment qu'il y avait une volonté de faire peur aux gens. Donc la peur suprême, c'est la peur pour nos générations à venir. Donc tout est basé sur la peur. Il faut voir les choses différemment. Si le gaz carbonique permet de relancer la couverture verte, c'est une croyance qu'on inverse, ben, ça veut dire qu'on se retrousse les manches et pour rééquilibrer les écosystèmes. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a plein de gens qui ont des façons alternatives de redresser les écosystèmes en dehors de ceux que les institutions ont mis en avant. C'est comme la médecine, la mauvaise médecine allopathique, hein, elle nous rend malades pour mieux nous soigner. Donc existe-t-il d'autres façons d'envisager l'équilibre du corps? Oui. Est-ce qu'on est obligé d'intervenir quand on est malade? Non. Et toutes ces nouvelles façons de voir le monde sont autant d'optimisme qu'on peut mettre dans nos vies. Et donc à partir de là, si le mensonge suprême, qui est l'avenir est foutu, etc., s'enlève, je crois que les gens vont retrouver le pouvoir créateur qui est propre à chacun et ensemble, on pourra redresser la situation. Alors il y a deux types d'écologie. L'écologie extérieure, tout le monde voit de quoi on parle. C'est plutôt l'environnement que l'écologie, parce que finalement l'écologie a fusionné dans l'environnement. C'est deux choses différentes. L'environnement, c'est un peu de l'écologie des villes. Mais il existe une écologie intérieure, c'est-à-dire c'est le rapport que nous avons avec la nature, le vivant. D'une certaine façon, c'est la spiritualité face à la nature. Alors, l'Occident s'est toujours méfié de la nature. Forêt, ça vient du latin forestare, ça a été tour à tour le territoire des chasses royales, interdit au peuple. Et puis ensuite, on a tous en tête les contes de Grimm ou de Perrault, où dans la nature, il y a des loups, il y a des gens qui ne sont pas très sympathiques. Et donc, c'est aussi le pays de Merlin l'Enchanteur. Et donc, d'une certaine façon, la chrétienté a voulu se détourner du paganisme, et le paganisme avait glorifié la nature. Donc l'homme occidental, ensuite dans une mauvaise interprétation de la Bible, où on a l'impression que l'homme est maître et domine les végétaux et les animaux, il s'est toujours méfié de cette nature parce qu'elle est beaucoup plus forte que lui. Et donc un psychanalyste, Alfred Adler, disait que tout complexe de supériorité cache un complexe d'infériorité. Il ne faut pas oublier que dans le discours de la méthode de René Descartes, il est dit être comme maître et possesseur de la nature. Donc je pense que toute cette écologie punitive met les gens dans la peur, et c'est pas ce que j'appellerais une écologie intérieure harmonieuse. Il faut que les gens retrouvent le plaisir de relationner avec la nature, établissent avec la nature une alliance, une symbiose, pas simplement en termes de lois qui seraient mises en avant
pour punir le mauvais citoyen, mais dans un vrai rapport. Et ça s'enseigne. Dès le plus jeune âge, on devrait apprendre la merveille qu'est la nature et le besoin de la respecter. Et ça, c'est une écologie intérieure qui va bien au-delà des mesures, j'allais dire, politiques qui sont prises et qui font souvent le jeu des forces financières, puisque jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, l'écologie ne devrait pas être un parti politique, puisque tout parti politique est obligé de faire des complaisances en quelque sorte, et donc voilà, il faudrait le mettre en dehors de ça. Donc l'écologie intérieure, c'est vraiment ce que les peuples traditionnels mettent en avant dans leur vie, y compris le fait d'élargir la vision occidentale. Par exemple, j'ai fait un dialogue avec un Africain, un Béninois, sur les forêts sacrées. Une forêt, elle a une dimension incarnée, mais elle a aussi une dimension invisible. Et pour les Africains, le plus important, c'est la forêt invisible, qui doit être respectée avec des rituels, parce que c'est elle qui est la vraie cause de ce qui se passe ici, y compris pour la forêt, sa partie incarnée. Donc il faut à un moment donné spiritualiser l'écologie, et c'est ça que j'appelle l'écologie intérieure, et retrouver un peu la voix des peuples traditionnels. Je crois qu'en matière d'écologie, on n'a rien fait de mieux que l'animisme, parce qu'en Occident, si on marche sur son tube de dentifrice, c'est pas dommageable puisqu'il n'a pas d'âme. Mais si vous considérez que votre tube de dentifrice a une âme, ça devient différent. Et donc il y a un respect, toute chose a une conscience, aussi minimaliste soit-elle. Et l'écologie profonde, c'est l'art de respecter dans chacun des moments de sa vie cette âme qui est propre au vivant, à la matière inerte ou vivante. Donc en conclusion, est-il raisonnable de détruire notre économie pour une pollution d'origine humaine qui représente 20 parties par million, c'est-à-dire une partie par million, c'est 1 mg par kilogramme, 20 ppm? Je ne pense pas. Je crois qu'il faut se retrousser les manches pour redresser les équilibres des écosystèmes. Redresser les équilibres des écosystèmes, c'est aussi accepter que le gaz carbonique augmente et qu'il ne soit pas diminué. C'est surtout pas réduire les gaz à effet de serre à zéro, c'est surtout pas aller vers une destruction de l'économie, encore moins une réduction de la population. Donc ça, c'est les délires paranoïdes ou paranoïaques de quelques oligarques qui sont persuadés que la terre leur appartient et qu'à partir de là, on est des parasites de leur territoire, c'est-à-dire la terre. Moi, ce qui m'avait frappé au Québec, et ce que j'avais beaucoup aimé, il n'y a pas de clôture comme ici. Et un Québécois m'avait dit, bah oui, c'est comme si chaque Québécois était sur un jardin commun, qu'on respecte mieux parce que c'est un peu le jardin de tout le monde. Le fait de clôturer, ça amène une propriété privée, donc on respecte ce qui nous appartient et on n'est pas forcément respectueux de ce qui ne nous appartient pas. On peut très bien faire le raisonnement où les maîtres financiers considèrent qu'on est des parasites sur leur territoire et qu'à un moment donné, comme quelqu'un qui va éradiquer les taupes de son jardin parce que ça fait trop de dégâts, bah, il faut qu'elles disparaissent. Comment disparaître sur une terre, donc il faut les éliminer. C'est à peu près ça l'idée. Alors effectivement, il faut masquer le funeste projet, et donc c'est pour ça qu'on a mis tous un ensemble de décorum pour cacher le cœur du noyau qui est la réduction de population. La raison d'espérer, elle est multiple. La première, c'est qu'on est en train de retrouver la vérité, et donc la vérité, c'est que le gaz carbonique n'est pas directement impliqué dans le réchauffement climatique. On peut vraiment l'utiliser pour rééquilibrer les écosystèmes. La deuxième, c'est que quand on abandonne le mensonge, on est libéré, on peut déployer d'autres futurs. Le futur, pour moi, préexiste avant le présent, donc à nous d'aller chercher un futur qui n'est pas dystopique avec tout ce que nous enseignent les prophètes du Forum économique mondial. Et puis, au-delà de ça, c'est de retrouver une espèce de spiritualité dans la nature, comme l'ont fait les peuples traditionnels. Et ils pourraient nous enseigner beaucoup de choses, puisqu'ils ont continué à vivre comme vivaient nos ancêtres lointains, c'est-à-dire avec de l'animisme, de l'esprit dans les choses. Et de plus en plus, la physique moderne s'aperçoit qu'il
il y a peut-être un esprit aussi minimaliste soit-il dans la matière, dans l'atome. Voilà. Et ça, c'est des raisons d'espérer, c'est un vrai changement de paradigme. Et en ce sens, pour reprendre l'expression de Klaus Schwab, une fenêtre d'opportunité, c'est une fenêtre d'opportunité pour reprendre notre destin en main.